Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, Sophie Bitouzet, professeure de lettres-histoire ici au lycée. Donc vous êtes là pour nous parler du film Cézanne et moi de Daniel Thompson. C'est un film qui relate l'amitié entre Paul Cézanne et Émile Zola. Et donc avant de commencer, qu'est-ce que vous pensez du titre, Cézanne et moi? Eh bien, je le trouve assez intéressant, dans le sens où on a donc le patronyme d'un artiste, Cézanne, qui est accolé donc au moi, qui est très impersonnel. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange comme titre. Malgré tout, je trouve qu'il est pas mal choisi, parce que finalement, lorsqu'on voit le film, on s'aperçoit que c'est l'histoire de l'artiste Cézanne et de l'homme Zola. Je ne pense pas que si le titre avait été Zola et moi, ça créerait le même effet. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir ce film? L'histoire d'amitié entre les deux. Ces deux monuments du 19e siècle, un par sa peinture, l'autre par son écriture. On entend toujours à peu près les mêmes choses, on ressasse beaucoup sur la peinture de l'un, l'écriture de l'autre, mais l'histoire des deux hommes, je la trouve intéressante. Est-ce que selon vous, le film traduit correctement l'amitié entre Cézanne et Zola? Je pense que oui, dans la mesure de ce qu'on peut juger, c'est-à-dire qu'on n'était pas présent, c'est difficile d'évaluer une amitié. Malgré tout, dans une certaine mesure, oui, je trouve qu'elle la traduit bien parce que ce sont deux êtres passionnés qui entretiennent une relation passionnelle, et ça c'est très bien traduit à l'écran, notamment dans tout ce que ça revêt d'amour entre ces deux hommes, mais également de souffrance, parce qu'ils se font terriblement souffrir. Donc on est bien dans la passion au sens littéral du terme, oui. Cela étant, la question est plutôt, est-ce que ce film pose de vraies questions sur l'amitié entre deux immenses artistes? Et pour moi, la réponse est oui. Est-ce que pour vous, Guillaume Gallienne, dans le rôle de Paul Cézanne, et Guillaume Canet dans celui d'Émile Zola, incarnent bien les personnages? Oui et non. C'est-à-dire qu'on a un face-à-face ici entre un acteur et un comédien. Et l'acteur a du mal à supporter la présence du comédien. Gallienne, oui, je trouve qu'il incarne très bien le rôle de Cézanne, bon, même si l'accent aixois n'est pas toujours top. Mais malgré tout, au-delà de ça, oui, il a un très bon jeu de comédien. Canet, je ne suis pas persuadée que si on lui avait fait poursuivre ce rôle un peu plus loin dans la vie de Zola, il aurait pu soutenir ce rôle. Déjà, lorsqu'il lit un passage de l'œuvre, on sent bien qu'il a du mal, il essaie de se donner de la contenance, mais il a finalement une envergure qui reste très relative, à mon sens. Le scénario, vous l'avez trouvé intéressant? Oui, très intéressant. Parce que cette dimension justement de l'amitié entre deux hommes, dans un siècle révolutionnaire comme le 19e siècle, est intéressante. Que l'on connaisse la peinture de Cézanne et la littérature de Zola ou non, finalement on a envie de les connaître à l'issue. Parce que ça commence d'abord par un rapport humain. Et envisager ces deux personnes autrement que dans leur costume d'artiste et d'écrivain, oui, ça me plaît. Cette idée me plaît. Vous avez un passage préféré dans le film? Un passage préféré, non. Il y en a plusieurs que j'ai trouvé sympathiques parce que j'ai ri. Il y en a un, malgré tout, qui a retenu mon attention, mais je ne pense pas que ce soit pour l'effet qui était poursuivi. Il y a un moment où ils sont tous les deux assis sur un ponton au bord de l'eau, un moment d'émotion, de pure amitié, voire même d'amour entre les deux, qui échangent et au cours duquel Cézanne va dire à Zola « Je voudrais peindre comme tu écris ». Passage qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, me semble-t-il. Moi, ce que j'aime dans ce passage-là, c'est la tragédie de cet homme qui cherche à être un artiste accompli et donc reconnu, qui n'arrive pas à recueillir justement cet assentiment de ses contemporains, mais qui malgré tout s'élève dans sa condition d'homme en disant à l'autre qu'il l'aime et qu'il l'admire, alors que lui, personne n'est là pour l'admirer, y compris Zola.
y compris Zola, dans lequel on sent très bien qu'il y a un doute profond qui s'insinue au fil des années quant au génie de Cézanne. Est-ce que vous pensez que la musique correspond bien au thème du film? Oui, oui, parce que la musique est composée essentiellement avec des cordes et que l'histoire entre Zola et Cézanne est quand même tragique. Or, les cordes rendent bien cet aspect tragique, je trouve. Quelles émotions avez-vous ressenties dans le film? Alors, j'ai beaucoup ri, notamment lorsque les deux personnages passent leur temps à se disputer. J'ai été plus perplexe sur les premières scènes qui sont un peu des scènes d'Arcadie, hein, où on voit un pique-nique champêtre au fin fond d'une campagne, avec des femmes qui s'ébattent dans une rivière pendant que les hommes discutent. Mais surtout, j'ai été émue par cette amitié entre Zola et Cézanne, par la passion qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, et puis chacun respectivement pour son métier aussi. Seriez-vous pour ou contre une suite? Contre. Résolument contre, parce que une suite ne servirait à rien, strictement à rien. Et même peut-être que le film aurait dû être coupé quelques minutes auparavant. Je ne crois pas que la dernière scène où on voit Zola avec sa maîtresse, ses enfants à cette terrasse de café, échangeant avec les gens du village et alentour, Cézanne qui vient pour revoir son ami qu'il n'a pas vu depuis un moment, puisqu'il est brouillé avec lui comme à l'habitude, repartant triste et seul, je ne crois pas que cette scène était utile en fait. Parce que là, on verse dans le pathos. Et je crois que c'est complètement inutile. Parce que ça ne rend pas compte de leur amitié telle qu'elle est. L'amitié telle qu'on doit la conserver en mémoire, me semble-t-il, c'est une amitié qui est profonde, vraie, douloureuse, mais qui ne doit pas... le film n'aurait pas dû trancher. Or là, il tranche, avec Cézanne qui s'en va seule comme un pauvre hère et Zola dans sa superbe à cette terrasse de café, suffisant et autosuffisant. Je trouve que c'est dramatique de terminer le film comme ça. Le recommanderiez-vous, le film? Oui, tout à fait. Ne serait-ce que parce que lorsqu'on veut pouvoir envisager un homme dans sa totalité, dans son génie intellectuel ou artistique, peu importe, mais aussi en tant que tel, il faut pouvoir le percevoir dans tous les aspects de sa vie. Or, le cinéma permet ce que la littérature peut-être ne permet pas toujours, une certaine démocratisation. Tout le monde peut aller voir ce film et le comprendre. Pourquoi vous admirez Zola? Parce que j'aime les personnages qu'il crée. Il me semble que c'est un grand écrivain pour cela, alors au-delà du 19e siècle, du contexte, etc. J'aime ces personnages qu'il arrive à créer, à mettre en relief, dont on peut percevoir, avec lesquels on peut pratiquement entretenir une relation intime. Et en même temps, ce sont des personnages qui dérangent. Le personnage de Gervaise dans l'Assommoir, au sommet de sa gloire, lorsqu'elle porte cette oie monstrueuse là sur la table et que tout le monde se met à la dépecer, c'est une scène qui est normalement une scène de réussite, et en réalité, lorsqu'on la lit, on comprend très bien qu'elle annonce une tragédie à suivre. Nana, c'est pareil, très belle femme, courtisée par une foule d'hommes, mais on comprend aussi quelle est la tragédie de sa vie, celle de ne pas pouvoir s'exprimer parce qu'elle est une femme. J'aime les personnages qu'il crée, surtout. Vous trouvez que le film est fidèle à la vie de Zola? Pour ce que j'en connais, oui. Et vous trouvez crédible Guillaume Canet dans le rôle de Zola? Alors, crédible, oui. Lorsqu'il se dispute avec Cézanne, oui, il a une certaine consistance, on ne peut pas dire le contraire. Après, lorsqu'il lit ce passage de l'œuvre, j'en reviens sur
à ce que je disais tout à l'heure, non, je ne trouve pas qu'il soit crédible. Il se redresse, il essaie de développer des épaules qu'il n'a pas forcément, et même si la barbe est très bien faite, il en demeure pas moins que ça ne lui confère pas une consistance. Pour lire ce passage de l'œuvre de Zola, il aurait fallu un homme tel que Lambert Wilson. Un homme qui n'a pas besoin de se donner une consistance, qui a une consistance, qui a une envergure, qui a un charisme, et qui de toute façon n'a pas besoin de jouer ou de surjouer. Il est, et on l'écoute. Donc on se retrouve mardi pour une autre interview. Mardi prochain. Avec plaisir.